Hier, j'ai fait une séance de respiration holotropique. C'est quelque chose que j'avais jamais essayé. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. En fait, c'est des séquences de respiration où on respire très profondément pour faire rentrer le maximum d'oxygène dans le corps pendant un laps de temps, et ensuite on fait des apnées, on souffle et on continue. Et on fait ça pendant environ 1 heure. Donc ça met une sacrée calotte à l'organisme en fait. Le corps en fait est suroxygéné, donc c'est très intense. On ressent souvent des petits frétillements, des pétillements dans les doigts, dans les mains, dans les pieds, dans les jambes. Enfin, c'est une expérience vraiment très puissante. Et c'est fou de se dire que juste de la respiration puisse avoir un tel pouvoir sur le corps. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi faire ça? En fait, il se trouve que suroxygéner le corps donne la possibilité d'accéder à des émotions enfouies et des énergies bloquées. Et en fait, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 70 aux États-Unis par un docteur qui était avant ça en train de faire des recherches sur les psychédéliques. Et donc il utilisait le LSD pour des fins thérapeutiques. Donc il amenait des patients à pouvoir résoudre des traumatismes enfouis dans l'enfance. Et il avait des résultats absolument incroyables. C'est-à-dire que les gens pouvaient faire des régressions jusque dans leur toute petite enfance, voire même in utero à l'intérieur du ventre de leur mère. Et de là pouvoir voir en fait quel genre de situation avait créé des émotions qui avaient été trop difficiles à processer à l'époque en tant qu'enfant et qui du coup ont été bloquées et enfouies. Et qu'en fait ces douleurs, ces difficultés émotionnelles sont finalement capables d'influer encore aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Parce que par exemple, quand on a peur de perdre l'amour de nos parents, et ben en fait, on va mettre en œuvre tout un tas de stratégies pour surcompenser ça, avec aujourd'hui des gens en face de nous qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Et quand bien même on peut tous les jours essayer de faire plein de choses pour essayer de contrer des comportements qui ne nous plaisent pas dans la sphère consciente, si l'origine de notre comportement d'adaptation est très profondément enfouie dans l'enfance, en fait, ça tient pas et c'est difficile. Donc j'ai voulu essayer ça hier et l'expérience a été assez bluffante parce que je me suis retrouvé dans le salon de la salle à manger en fait de chez mes parents quand j'étais tout petit. Et on est assis à table, c'est le soir, il est autour de 20 h. Mon frère, comme d'habitude, est en train de raconter plein d'histoires, de ce qui s'est passé à l'école et tout ça. Et tout le monde l'écoute et tout le monde trouve ça très intéressant, très enthousiasmant. Oh oui, c'est formidable tout ce que tu racontes. Il y a une forme d'admiration pour lui assez naturelle dans notre famille. Et moi, tout à coup, je me mets à parler de sujets qui m'intéressent et à poser des questions. Et déjà à cet âge-là, je suis au, dans l'école primaire en fait. Et donc j'ai 8-9 ans à peu près, et je commence à poser des questions en fait sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qui fait, pourquoi on est là, quel sens ça a. Et en fait, je vois bien que ça perturbe autour de moi. Les questions, elles font chier. Et à côté de ça, je vois qu'à force de me faire rembarrer et qu'on me dise qu'en fait, ça sert à rien d'étudier la sexualité des anges et qu'en fait, il vaut mieux que je me taise et que je fasse ce qu'on me demande de faire, en fait, je me finis par me mettre en colère. Je me finis par avoir ce regard noir envers mon père que j'ai envie de tuer, tellement j'en ai marre qu'il cherche à m'obliger à rentrer dans des cases qui sont les siennes, et plus généralement qui sont celles de la société. Et que chaque fois que je suis moi, et chaque fois que je pose des questions ou que je m'intéresse à des choses qui sont complètement absurdes pour lui, on me répond que il faut que j'arrête de faire le malin, qu'il faut que j'arrête de paraître, de faire le barbeau, de vouloir. Et donc forcément, je suis en colère. Je suis en colère d'avoir la sensation d'être dompté. Vous savez, un cheval, quand il est jeune, on dit qu'il faut le dompter pour pouvoir monter dessus après. En anglais, le mot qui correspond à ça, c'est to break a horse. Casser un cheval. Et la sensation que ça m'a donnée à cette époque-là, en tant qu'enfant, c'est que la notion d'éducation, c'était un petit peu ça. Il faut casser les élans naturels et les aspirations naturelles que je pouvais avoir pour me faire correspondre à ce qu'on attend de moi dans la société.
et remplacer l'élan, le désir et l'envie par le devoir et la responsabilité. Et ça crée une tension intérieure qui est insupportable. Tellement insupportable que le conflit s'installe entre mes envies et ce que je crois devoir faire pour pouvoir continuer à être aimé. Ça crée tout un tas de pathologies à l'intérieur de moi qui sont graves et qui continuent à me faire souffrir aujourd'hui. Et une des conséquences principales de ça, c'est que je me mets à m'auto-dévaluer. Je me mets à ne plus être capable de voir ma propre valeur. Au départ, ces élans, cette inspiration spontanée, cette énergie, cette intelligence multiforme que j'avais en tant qu'enfant, me faisaient me sentir très puissant, me faisaient me sentir très fort et même un peu spécial. Et j'avais beaucoup d'amour pour moi-même. J'étais très fier de moi, mais d'une manière finalement très saine. C'est-à-dire que je ressentais ma propre valeur. J'avais de l'amour pour qui je suis. J'acceptais qui je suis naturellement. Je n'étais pas en train de me poser la question de si comment je suis, ça devrait être comme ça ou pas. Cette question, elle n'existait même pas. En fait, j'étais comme j'étais. Et j'étais en joie d'être comme je suis. Je n'avais pas besoin d'avoir une forme d'autocritique et d'auto-jugement de moi-même qui m'amènerait à me demander si je rentre dans la bonne case ou pas, et si je devrais être comme ci plutôt que comme ça, si je devrais pouvoir parler ou pas parler, poser des questions. Enfin, tout ce schéma d'autocritique, d'auto-jugement, d'auto-dévaluation n'existait pas. Et très rapidement, ce schéma, il se construit. Et il nous amène à être en train de nous critiquer et de nous juger en permanence. Ça crée une forme de tyrannie intérieure dans laquelle je suis tout le temps en train de me demander si je suis comme il faut, si je dis la bonne chose, si je fais la bonne chose de la bonne manière pour correspondre à ce qu'on attend de moi, pour rentrer dans les cases. Et cette auto-dévaluation de moi-même m'amène à perdre l'amour pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'arrive plus à honorer qui je suis, vu que je suis en train de dévaluer qui je suis. C'est assez paradoxal finalement comme idée. Mais plus je me juge, plus je me contrains à essayer d'être autre chose que comment je suis, moins j'aime qui je suis vraiment. Et plus j'abîme qui je suis vraiment. Plus j'abîme la perception que j'ai de ma propre valeur. Et une des conséquences de ça, c'est que moins je réussis à m'aimer, moins je réussis à sentir l'amour. C'est comme si plus je me faisais mal, moins j'étais capable de sentir le goût que l'amour a, cette fréquence. Et ça a forcément des conséquences dans ma vie aujourd'hui en tant que père et en tant que compagnon de ma femme. J'ai constaté qu'à la naissance de ma fille, j'avais énormément de mal à ressentir l'amour pour elle. Ça m'a pris beaucoup de temps pour rentrer en contact avec elle, pour pouvoir vraiment la sentir, pour avoir envie de la caresser, de la toucher, pour être proche d'elle, et pour pouvoir ressentir mon amour pour elle et son amour pour moi. Comme si j'étais une sorte d'handicapé qui se balade dans un fauteuil roulant, incapable de ressentir l'amour. Et ce matin, je me réveille un petit peu différent. Et je me souviens un petit peu mieux de qui je suis. Je me souviens de cet élan et de cette force qui me portait, de cette intensité qu'il y avait dans mon regard, de cette envie de pouvoir tout faire, de penser qu'il n'y a aucune limite et que tout est accessible et que tout est possible. Et je me remets à pouvoir avoir un petit peu plus de tendresse pour moi-même, pour cet enfant blessé qui a souffert pendant autant de temps en essayant de grandir. Et en ressentant plus de tendresse pour moi, je découvre ce matin que je peux mieux ressentir de la tendresse et de l'amour pour ma femme. Que j'ai plus envie d'être proche d'elle, que j'ai envie de la caresser, que j'ai envie de la regarder, que j'ai envie de l'embrasser, que j'ai envie de lui dire que je l'aime. Et que tout à coup, je me remets à pouvoir le ressentir. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on a envie de ressentir ? Est-ce que c'est pas ça que l'on cherche tous ? Avoir la possibilité de ressentir l'amour que l'on a pour nous-mêmes, l'amour que l'on porte aux autres et l'amour que les autres nous portent. Alors une fois de plus, je finirai cette vidéo aujourd'hui en vous disant, sans honte, je vais mieux.